Monsieur, bonjour, bienvenue sur Zone Franche. Nous sommes en direct ce matin, en cette veille du 1er août. Le Bénin va célébrer le 56e anniversaire de son accession à la souveraineté nationale. Le gouvernement a été clair. La fête aura lieu, mais dans la sobriété. C'est donc dans un contexte économique difficile que le message du chef de l'État à la nation est attendu pour ce soir. Et justement, pour comprendre les ferments de cette crise économique et de cette morosité ambiante, nous avons en plateau ce matin un économiste, Tchegoun Bakari. Bonjour. Bonjour. Alors, notre invité est économiste de formation, banquier de profession et spécialiste des questions de financement, de développement. Tchegoun Bakari, vous n'êtes pas que technicien, puisqu'on vous a vu ces derniers mois sur le terrain politique. Vous avez participé activement à la campagne présidentielle d'Abdoulaye Biotchane et à l'avènement du régime du nouveau départ. Depuis, vous êtes resté taiseux. Cependant, votre activisme sur le terrain des idées vous projette quelquefois au devant de l'actualité. C'est ainsi qu'on a remarqué récemment votre passage sur RFI sur la question des taux bas et du Brexit, ou encore votre tribune publiée dans l'hebdomadaire Jeune Afrique sur le fait qu'il fallait arrimer le Bénin au Nigeria. Je l'ai donc dit tantôt, vous êtes un artisan du nouveau départ, mais encore à la touche avec vous. Donc ce matin, nous ferons le bilan des 100 jours de ce régime au plan économique en cette veille du 1er août. Et j'anime cette émission avec mon collègue Léandre Dossou. Léandre, bonjour. Bonjour Jean-Louis. Alors, Tchadi, je le disais tantôt, demain c'est le 1er août. La tradition veut que le chef de l'État s'adresse à la nation. De toute façon, si on ne change pas les habitudes, on devait donc assister ce soir à un discours du chef de l'État à la nation. À quoi est-ce qu'on doit s'attendre ? Merci de votre invitation. C'est toujours un plaisir de venir échanger avec vous. Le chef de l'État s'adressera aux Béninois. Je pense que ce sera l'occasion probablement pour lui de réaffirmer son engagement à transformer le Bénin, à marquer cette rupture que nous avons tous voulu, que le peuple béninois a largement voulu, et d'indiquer le chemin à suivre dans les mois et les années à venir. Dans tous les cas, c'est un moment de rassemblement du pays, parce qu'on parle de l'indépendance, de l'accession à l'indépendance du Bénin. C'est un moment de rassemblement. Il faut qu'on se souvienne de ce qui s'est passé, de ce que nos grands-parents, c'était moi, mes grands-parents, vos grands-parents aussi, ont mené comme lutte au moment où nous sommes en train de perdre un illustre béninois, le président Zinsou. Et c'est l'occasion pour moi ici, aujourd'hui, d'adresser mes sincères condoléances à tout le peuple béninois et à la famille Zinsou, parce que le Bénin perd un grand homme, un de ses pères de l'indépendance. Et je crois que la fête de l'indépendance doit être l'occasion pour nous, tous béninois, de nous remémorer ce qui a été le cheval de bataille de ces personnes qui se sont battues pour que le Bénin accède à l'indépendance, à l'autonomie et à ce que ce pays, que nous puissions avoir ce qui nous rassemble aujourd'hui, qui est la nation béninoise. Tel que vous déclinez ces attentes-là aujourd'hui du peuple sur la question du discours que tiendra le chef de l'État, est-ce que ça suffira pour rassurer les Béninois ? Je pense que le président de la République saura parler aux Béninois, saura leur donner le nouveau chemin à suivre. Je ne pense pas que le discours du 1er août ou du 31 juillet, en tout cas je ne sais pas quand est-ce qu'il se positionnera, mais l'adresse du chef de l'État à la nation pour la fête de l'indépendance doit être un moment de rassemblement. Le moment où on fixera les objectifs pour l'année suivante, ce sera probablement le discours du 31 décembre, où le président de la République sur l'état de la nation. Donc là, il s'agit de nous rassembler. C'est une fête collective, au-delà de nos chapelles et de ce qu'on peut penser, de ce que peuvent être nos opinions politiques ou nos choix par rapport à tel ou tel sujet d'actualité. Il s'agit de nous rassembler autour du drapeau vert, jaune, rouge. Et je pense que c'est ce que très humblement, mais je pense que c'est ce que le président de la République fera s'il décide de s'adresser. C'est une fête collective, dites-vous. Est-ce que depuis quelques années déjà, cette fête n'est pas un peu gâchée par ce qu'on entend chaque fois, la sobriété ? Non, on peut faire une fête, on peut être heureux, on peut communier sans être dans l'extravagance. La sobriété n'est pas une mauvaise chose. Nous sommes, vous-même vous l'avez dit, en temps de... Moi, j'aime pas le mot crise. Parce que je trouve qu'en fait, ça crée une psychose. Et on aura l'occasion d'en reparler d'un point de vue purement économique, en fait, dans les minutes qui viennent. Mais je pense que ce qui est important, la sobriété n'empêche pas qu'on soit en fête. Nous sommes en fête, nous allons nous retrouver autour des valeurs de la République, autour de notre drapeau. Et chacun de nous doit avoir la fierté de regarder ce drapeau et de dire nous appartenons à ce pays. En tout cas, moi, c'est ce que je fais et je pense que beaucoup de Béninois le font également. Nous sommes actuellement dans un contexte d'insécurité dans le pays. La vindicte populaire, il y a le panier de la ménagère qui est également vide. Nous allons en parler un peu plus amplement tout à l'heure pour cette émission. Mais le président doit donc faire un discours. Il pourrait donc effectivement faire ce discours-là et rassurer les Béninois. Mais il doit les rassurer comment selon vous ? Sur quel point ?
Alors, déjà, je pense que quand vous dites que ça ne va pas dans le pays, je ne suis pas forcément d'accord avec vous. Je pense qu'on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. On vous a dit qu'on fera le bilan des 100 premiers jours. Je crois qu'en 100 jours, le gouvernement, tout le gouvernement dirigé par le président Patrice Talon a posé des actes très importants. Et on aura l'occasion justement de disserter autour de ça et d'expliquer pourquoi, sans que moi je ne sois membre du gouvernement ou dans l'appareil gouvernemental, mais ma position d'observateur, ce que ça me permet de dire en fait aujourd'hui. Donc je pense qu'on ne peut pas dire que rien n'est fait. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites depuis 100 jours. Alors rassurer, c'est comment est-ce qu'on rassure ? Moi je pense que il faut faire très attention. Je pense qu'on a été habitué au cours des 10 dernières années à un activisme, à un suractivisme politique, à une communication à outrance. On communiquait autour de tout. Il suffisait que quelqu'un se lève pour aller dans son village, pour qu'on communique, qu'il y ait toute une armada de télé qui circule autour, qu'on parle, qu'on tempête. Ça créait de l'espoir. C'est une option. Oui, c'est une option, mais sauf que quand vous créez de l'espoir, quand vous dites aux gens demain ça ira mieux chaque fois et que demain ça ne va pas mieux, vous créez les conditions de ce qu'on est en train d'observer. Une impatience des populations. Les gens sont impatients. Et c'est normal, parce que pendant 10 ans, on leur a promis. Et donc, aujourd'hui, ils veulent tout de suite. Vous comprenez ce que je voulais dire ? Depuis 4 mois, on nous promet également, depuis bientôt 4 mois. Non, depuis 4 mois, ce que moi j'observe depuis 4 mois, et comme vous le dites tout à l'heure, j'aime pas le terme sur la touche, et j'y reviendrai tout à l'heure, je ne suis pas sur la touche. Je pense que comme beaucoup de Béninois, et cette élection a été très particulière, nous sommes nombreux à être des Béninois qui n'étions pas dans le champ politique, qui n'avions aucune action politique, à être apparus pendant cette campagne présidentielle. Des gens de ma génération. Parce qu'on s'est dit, c'est le moment pour nous d'essayer de transformer les choses. De ne pas rester simplement, comme vous le dites, sur la touche, en disant chaque fois ça ne va pas, mais d'aller au devant de l'action. Et de dire, nous voulons aussi participer. Nous avons participé, nous avons réussi à changer de régime. Je ne suis pas sur la touche, comme beaucoup d'autres Béninois. Nous sommes observateurs, participants. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas un poste, et on y reviendra, parce que je pense qu'il faut qu'on change cela dans la politique, dans notre pays. Moi, je fais partie d'une génération, et c'est un honneur pour moi de dire, je fais partie d'une génération aujourd'hui qui conçoit la politique autrement. Qui conçoit de dire qu'on a un métier, vous l'avez rappelé tout à l'heure, on a un métier, c'est ce métier qui nous fait vivre. Et puis à côté, on décide à un moment ou à un autre de notre vie de nous engager pour transformer les choses dans notre pays. Ne pas être aux responsabilités ne veut pas dire ne pas participer. On participe par des conseils, on participe par notre vision, on participe par nos prises de position. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que l'action du gouvernement aujourd'hui est entièrement tournée vers l'amélioration des conditions de vie des Béninois. Il y a des choses qui ont été faites. Maintenant, si vous me dites qu'il faut aller plus vite, je serai d'accord avec vous. Il faut aller plus vite. Il faut aller plus vite, plus fort, plus loin. Mais on ne peut pas dire, en 100 jours, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Et moi, j'aurai le plaisir tout à l'heure d'évoquer un certain nombre de choses. L'action du gouvernement est orientée, est tournée vers l'amélioration du cadre de vie des Béninois. Quels sont les indices aujourd'hui qui nous permettent de vérifier cela, d'authentifier cela ? Monsieur Mitokwe, il y a quelques mois, vous m'aviez invité ici et nous avions échangé. À l'époque, j'étais conseiller à l'économie d'un candidat à l'élection présidentielle, du ministre d'État actuel, M. Abdoulaye Biachane, et on avait échangé sur ce qui n'allait pas dans le pays. Et je me souviens que je vous avais dit que pour moi, pour nous qui soutenions Abdoulaye Biachane, et partagé par ceux qui ont formé la coalition de la rupture par la suite pour porter le président Patrice Talon au pouvoir, il y avait une chose qui n'allait pas, c'était la méthode. La première chose qu'il fallait changer, c'est la méthode de travail. Et moi, j'ai le sentiment aujourd'hui que le président de la République, sous l'instigation du président de la République, mais de tout le gouvernement, il y a une méthode de travail qui a changé. Je prends un exemple simple. Moi, de mémoire, ça fait plus de 15 ans qu'on dit que dans ce pays, il y a 12 départements, mais qu'en réalité, on avait 6 préfets. Parce que tous les ministres qui se sont succédés et qui étaient en charge de la question de la décentralisation n'arrivaient pas, ou en tout cas, les chefs d'État ne sont pas arrivés à trancher sur la question des chefs-lieux de département. En 100 jours, le gouvernement du président Patrice Talon a tranché la question des chefs-lieux. Le chef de l'État, avec son pragmatisme, a dit « Nous tranchons, nous avançons, nous avons désormais 12 préfets qui agissent. » C'est quoi sur la vie des gens ? Sur la vie des gens, ça veut dire que quelqu'un qui veut un acte qu'il ne peut pas obtenir au niveau de sa mairie,
il a une distance moins importante à parcourir pour aller au niveau de sa préfecture. On rapproche l'administration des populations. C'est pas le cas partout. À Abomey-Calavi, par exemple, les populations étaient habituées à venir à Cotonou. Elles sont aujourd'hui obligées d'aller jusqu'à Alada. Oui, bien entendu. C'est un cas particulier. Mais ce que je veux dire, c'est que vous avez désormais un préfet du département de l'Atlantique. Avant, on avait un préfet de l'Atlantique littoral qui était un peu à cheval, et quand on voit la géographie, il s'occupait plus principalement de Cotonou. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des actes qui ont été posés. Quand le gouvernement décide de lancer un emprunt obligataire, ce n'est pas tant le montant de l'emprunt obligataire. L'emprunt obligataire, finalement, je crois que c'est 150 milliards. Je n'ai pas les chiffres exacts en tête. Le premier emprunt obligataire, c'était 150 milliards. 150 milliards, ça fait moins de 10% du total de la dette béninoise. Donc, ce n'est pas le montant, le sujet. Le sujet, c'est simplement qu'il faut avoir en tête que quelques mois plus tôt, le régime précédent avait tenté de lever de l'argent sur les marchés et était revenu avec moins que ce qu'il demandait. Ce qui veut dire quoi? Les investisseurs n'avaient pas confiance dans le Bénin. Donc, quand vous arrivez et que vous lancez un emprunt obligataire comme celui-là, c'est un test. C'est le test de la confiance qu'ont les investisseurs dans votre nouveau gouvernement. Et la réussite de cet emprunt obligataire montre que le président Patrice Talon et son gouvernement ont rétabli la confiance. Souvenez-vous, quand on discutait il y a quelques mois pendant la campagne, je vous disais justement que l'essentiel, la chose primordiale qu'il fallait qu'on fasse dans ce pays avant de lancer tout programme de développement, c'était rétablir la confiance. La confiance en interne, mais la confiance vis-à-vis des investisseurs également. Et donc la réussite de cet emprunt obligataire montre que le Bénin a rétabli la confiance. Maintenant, une fois qu'on a fait ça, il faut aller plus vite et plus loin. Mais au regard des attentes des Béninois, est-ce qu'on doit perdre le temps à faire des tests? On est obligé, vous savez, je n'ai pas l'expérience de la gestion d'un État, mais je pense que gérer un État, c'est comme gérer une entreprise, une affaire, etc. Il ne faut surtout pas se précipiter. Il faut prendre le temps, surtout quand on sort de 10 années, ce sont les 10 années qu'on a connues. Il faut prendre le temps de faire le bilan. Il faut prendre le temps de se dire qu'est-ce qu'on veut faire. Et puis il faut prendre le temps de poser les pas. Il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Et donc moi je pense que l'une des choses, et tous les Béninois seront d'accord pour le dire, l'une des choses qui ont changé, et on sent qu'il y a des changements, l'une des choses qui ont changé depuis 100 jours, c'est qu'on a un gouvernement qui est à l'action, on a un président de la République qui dirige une équipe de personnes compétentes, qui font leur travail et qui font le maximum pour améliorer les conditions de vie. Les populations ne le ressentent pas encore complètement, mais ça viendra petit à petit. On parlera d'économie tout à l'heure. Et je suis sûr que vous me parlerez sûrement de mesures sociales, etc. Bien sûr, j'en viens. Puisque vous avez pris la réorganisation de l'administration territoriale pour illustrer l'amélioration des conditions des populations, alors que beaucoup attendent le gouvernement sur les actions sociales. Et aujourd'hui, on sent qu'il n'y a pas de mesures sociales. Pourquoi ? Alors, moi, je ne dirais pas qu'il n'y a pas de mesures sociales. Je sais qu'il y a eu toute une polémique autour de programmes qui ont été présentés par le régime précédent comme étant des programmes sociaux importants, mais qui en réalité n'étaient pas financés. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai entendu. Et en tant que conseiller à l'économie d'un candidat lors de l'élection présidentielle, les investigations que j'avais menées à l'époque, à titre personnel, dans le cadre de cette fonction, m'avaient montré que oui, c'était aussi des programmes qui n'étaient pas financés. Donc voilà. Je crois qu'il faut savoir juste une chose. On ne peut pas redistribuer ce qu'on n'a pas. Si vous n'avez pas d'économie, lorsque vos enfants viennent vous voir pour vous dire papa je veux une glace ou papa je veux une sucette, vous ne pouvez pas leur donner. Donc je pense que le gouvernement aujourd'hui est en train de faire le travail d'assainissement des finances publiques, de rétablissement des grands équilibres financiers, et c'est parce qu'il y aura plus d'argent dans la caisse que par la suite on pourra redistribuer. Il faut vite faire ce travail d'assainissement pour pouvoir redistribuer, parce que bien entendu le Béninois d'Akasato, ou le Béninois même qui vit à Zunja, à Abomey-Calavi, n'attendra pas 2 ans. Et c'est normal, et c'est très bien, moi je pense, parce que ça nous met aussi sous pression. Ça met aussi sous pression, nous tous, le gouvernement, mais nous aussi qui avons contribué en fait à l'avènement du président Patrice Talon. Ça nous met sous pression, pour qu'il y ait de l'action, et de l'action rapidement. Mais une fois de plus, je dis, le gouvernement est en train de faire le travail et est en train de prendre le bon chemin.
Jean-Yves Ntokwe a évoqué la célébration du 1er août demain. On a parlé un peu on a parlé de l'économie. Non, ma question est celle-ci. Est-ce qu'au plan politique, lorsqu'on voit un peu la démocratie béninoise, nous sommes en train de célébrer, nous allons célébrer 56 ans d'indépendance et ça nous fait 26 ans de démocratie. Est-ce qu'on peut dire que le Bénin constitue toujours un modèle de démocratie dans la sous-région ? Quand on voit un peu la façon dont nous organisons les élections, quand on voit un peu l'impasse dans laquelle nous nous retrouvons souvent avant donc l'organisation des élections. Là, chaque fois, il faut réactualiser les listes. Parfois, on est dans des situations bloquées pratiquement. On s'en sort, c'est vrai, à la fin. Mais est-ce que nous demeurons un modèle de démocratie pour la sous-région ? Moi, je vous dirais que oui, nous sommes encore un modèle de démocratie, pas que pour la sous-région. Je pense que pour beaucoup de pays dans le monde, nous sommes un modèle de démocratie encore. Nous l'avons montré lors de la dernière élection présidentielle, où en fait, tous les projecteurs étaient braqués sur le Bénin, où on a montré qu'on pouvait mener une campagne qui a été très dure, il faut le dire, qui a été très dure, très intense, mais qui à la fin s'est soldée par un appel, et moi c'est une image que je veux garder, un appel du vaincu au vainqueur pour lui dire je te félicite avant même qu'il n'y ait publication des résultats. Et c'est ça qui montre que nous sommes une grande démocratie. Le moment où le vaincu prend son téléphone avant même la publication des résultats pour dire j'appelle le vainqueur et je lui dis bravo, t'as gagné. Et c'est terminé, les jeux sont terminés, maintenant on passe à une autre étape. Donc nous avons montré cela, nous avons montré que nous étions une démocratie et que nous étions capables de maintenir notre démocratie. Nous avons montré qu'on pouvait passer, et je pense qu'il y a très peu de pays où c'est possible, qu'on pouvait passer du statut d'exilé, non volontaire, il faut le préciser, au statut de président de la République. Il y a très peu de pays au monde où c'est possible. Donc oui, nous sommes une démocratie. Maintenant, il y a des choses qu'il faut qu'on change dans notre démocratie. Vous évoquez tout l'imbroglio qu'il y a en permanence autour de la confection, dans l'organisation des élections, la confection des listes, etc. Je pense que ce sont des choses à améliorer et c'est l'une des raisons pour lesquelles le président de la République, je pense, s'attelle à ce qu'il y ait des réformes politiques importantes de façon à ce que les prochaines élections ne fassent plus ou fassent moins l'objet de cet imbroglio. Mais dans tous les cas, moi je reste convaincu qu'aujourd'hui, l'un des capitaux forts du Bénin, c'est le fait que nous sommes une démocratie, nous avons une stabilité, nous devons nous appuyer sur ça pour pouvoir offrir le mieux à nos populations. Parce que la réalité, quand vous dites que ça fait 26 ans que nous sommes en démocratie, c'est vrai, mais ceux qui sont nés après 1990 ont le droit de vote depuis plusieurs années. Ils ont aujourd'hui dans les 25 ans. C'est eux qui cherchent les emplois. C'est eux qui ont cette pression vis-à-vis du pouvoir, qui disent « faut-il démocratie, mais s'il n'y a pas le pain dans notre assiette, la démocratie ne nous sert à rien. » Et c'est à ceux-là qu'il faut qu'on apporte des solutions dans les mois qui viennent. Comment vous appréciez la qualité des discours dans la période électorale au Bénin? Lorsqu'on prend l'exemple des dernières élections, des discours qui sont totalement sans éthique. Est-ce que c'est comme ça qu'on doit construire notre démocratie? Parce que parfois, on a l'impression qu'il y a trop de mensonges. C'est vrai que campagne électorale, c'est aussi un peu de démagogie. Mais pour ces dernières élections, le discours, franchement, sortait totalement de ce qu'on peut appeler l'éthique politique. J'ai pas la même lecture que vous. Peut-être parce que moi, c'est la première campagne électorale que j'ai vécue en direct live, si on peut le dire, c'est-à-dire de l'intérieur. Et je n'étais pas seul, finalement. Nous sommes des centaines, en fait, de jeunes de notre génération qui ont décidé, comme je disais tout à l'heure, qui étaient en dehors du champ politique et qui ont décidé de laisser leur activité professionnelle pour s'engager en politique. Moi, j'étais avec Abdoulaye Biotchane, j'ai des amis qui étaient avec PIC, d'autres qui étaient avec le président Patrice Talon au premier tour, d'autres avec Lionel Zinsou également. Et toutes ces personnes, je pense, ont contribué, en plus de ceux qui étaient déjà dans le champ politique, à améliorer les choses. C'est la première fois dans notre histoire qu'il y a eu des émissions où tous les candidats, plus de 30 de candidats, sont venus présenter leur projet de société. Ce n'était pas un exercice facile. On n'a pas cette habitude au Bénin. Je pense que c'est la première fois où tous les candidats ont été obligés de publier un projet de société. C'est la première fois qu'on a eu un débat de second tour entre les deux challengers. Donc on ne peut pas dire qu'il y a toujours un peu de mensonge. Mais je pense que la politique est en train de changer. En tout cas, moi je fais partie d'une génération, comme je disais tout à l'heure, qui a envie de faire la politique différemment. Qui a envie que les choses se passent différemment.
Et c'est pour ça, je disais tout à l'heure que la politique telle que moi je la conçois, telle que avec d'autres amis qui étaient avec Zinsou, d'autres avec Adjavon, etc., la conçoivent, ou avec le président Talon, avec Koupaki, c'est plus de dire nous croyons dans des idées, nous défendons nos idées et nous faisons en sorte que lorsque nos idées sont parvenues là, nous nous assurons que nos idées seront mises en œuvre. Donc même en n'étant pas à l'action, dans l'action, nous continuons à aiguiller l'action politique. Moi, je retrouve régulièrement encore des amis. On s'assied pour discuter du Bénin, discuter des questions de développement, partager des visées, et puis chacun de nous prend position. Et même, je pense que ce que vous avez dû voir aussi, c'est que la formidable présence des réseaux sociaux ne s'est pas éteinte avec la fin de l'élection présidentielle. C'est quelque chose qui change. C'est un acquis. Aujourd'hui, vous faites quelque chose au Bénin, il y aura toujours quelqu'un pour vous prendre en photo et l'envoyer sur les réseaux sociaux. Les hommes politiques sont obligés de composer avec, désormais. Il y a de plus en plus de gens qui prennent position sur les réseaux sociaux. Vous l'avez dit tout à l'heure, depuis l'élection présidentielle, moi personnellement, je n'interviens plus, mais j'interviens sur les réseaux sociaux par moment en disant voilà ce que je pense de telle ou telle chose. Et j'ai beaucoup d'autres amis qui le font. Et je pense que dans les semaines et les mois qui vont venir, nous sommes un certain nombre de cette génération qui allons continuer à nous positionner. Nous avons œuvré pour l'arrivée du régime de la rupture. Nous sommes partisans du régime de la rupture, mais en même temps des partisans éclairés. C'est-à-dire que par moment, nous prendrons position pour dire oui, c'est bien, mais il faut aller plus loin. Non, ce n'est pas bien, nous pensons qu'on devrait faire autrement. Alors, nous allons progresser. Je rappelle aux téléspectateurs que nous sommes en direct, donc ils peuvent envoyer leurs questions. Tchegoum Bakary, Léandre vous conduisait tout à l'heure, vous amenait tout à l'heure à faire un petit bilan politique après 56 ans d'indépendance. Si on devait rester dans votre secteur, dans votre domaine, puisque vous êtes économiste et spécialiste des questions de financement du développement, si on vous demandait d'analyser l'évolution de l'économie du Bénin sur ces 56 ans, quelles seraient vos conclusions ? Moi, je dirais qu'il ne faut pas voir le verre à moitié. Faut jamais être tranché dans cette situation. Je pense que les choses ont évolué. J'ai écouté il y a quelques semaines Lionel Zinsou sur France Inter et je partage son point. On ne peut pas dire que tout est blanc ou tout est noir, en fait. Il y a eu des évolutions. Le Bénin a progressé, le PIB du Bénin a progressé de manière très intéressante, mais en même temps on a une population qui a cru très fortement. Quand moi je suis né... Cette progression pour beaucoup a été constatée ces 10 dernières années également. Non, c'est un processus qui inclut ces 10 dernières années, mais qui inclut également les 46 précédentes. Je pense que personne ne peut s'attribuer ou s'arroger l'évolution du PIB du Bénin, non. Je pense que c'est un processus qui a été lent. Maintenant, la réalité, c'est quoi ? C'est que moi, je pense que quand on est dans un régime démocratique, quand on est dans une économie comme le Bénin, il faut faire en sorte d'aider les gens, de réduire l'objectif de toutes les politiques que nous menons, de toutes les politiques qui doivent être menées par le pouvoir public, doit être de réduire la pauvreté. On doit faire en sorte que chaque jour, que chaque génération puisse dire « moi, je me sens mieux dans ce pays ». Et c'est le défi majeur que nous avons collectivement, qu'on soit pro-régime de la rupture ou anti-régime de la rupture, c'est l'objectif commun que nous devons avoir. La réalité, c'est que oui, le nombre de pauvres a cru au Bénin, en volume. Il y a plus de pauvres au Bénin aujourd'hui qu'il y a 56 ans. Donc oui, nous devons mettre en place les politiques qui permettent d'avoir de la croissance et de réduire la pauvreté. Ça doit être notre leitmotiv et la ligne qu'on doit suivre en permanence, en fait. Il y a plus de pauvres au Bénin aujourd'hui, dites-vous. Revenons au présent. Vous serez d'accord avec moi qu'aujourd'hui, on constate qu'il y a une certaine morosité dans le pays. Vous, en tant que spécialiste, économiste, comment est-ce que vous pouvez nous expliquer cette situation ? Question toute simple. Alors, je pense que la morosité dont vous parlez est liée au changement. Le changement... c'est un phénomène, en fait, nous sommes tous des êtres humains, le jour où vous déménagez,
vous passez toujours par une phase un peu de réajustement. Pas toujours. Ah si, quasiment toujours. Parce que vous changez de lit, parce que votre lit n'est plus orienté de la même manière, etc. La morosité dont vous parlez, je pense que c'est beaucoup plus le fait qu'il y a un changement de manière de faire. On a été habitué pendant 10 ans à une certaine façon de faire, et donc il y a beaucoup de gens qui se disent aujourd'hui, mais on n'arrive plus à se retrouver. Faites un tour dans les marchés, vous n'aurez pas cette version des choses. Écoutez un peu les jeunes, vous comprendrez qu'il y a effectivement un problème. Non, mais il y a un problème dans le pays. Il y a un problème, mais un problème qui ne date pas d'il y a 100 jours. Un problème que nous avons dénoncé pendant la campagne électorale. Nous avons dénoncé pendant la campagne électorale le fait que les chiffres de croissance qu'on nous vendait n'étaient pas la réalité tangible dans le panier de la ménagère. Nous l'avons combattu, nous avons défendu ça. Et c'est sur cette base que le peuple béninois a dit « Nous voulons changer. Nous ne voulons plus de ce régime, nous voulons la rupture et nous voulons élire le président Patrice Talon. » Donc maintenant, ce n'est pas en 100 jours que les choses vont être révolutionnées et balayées. Le président Patrice Talon n'est pas arrivé avec un camion pour dire je vais redistribuer de l'argent à tout le monde. Non. Il faut mettre en place, je pense, des réformes structurelles, et c'est ce à quoi le gouvernement est en train de s'atteler aujourd'hui. Donc, dire que la situation est plus morose qu'il y a 100 jours, non, je ne pense pas. Je ne pense pas que ce soit cela. Maintenant, vous me parlez en tant qu'économiste, je pense qu'il y a quelque chose qui se rajoute à ça, qui n'est pas le fait du gouvernement béninois, qui n'est pas le fait du président de la République, c'est que le gouvernement nigérian a décidé d'évaluer, si on veut, mais en tout cas de rendre flexible le Naira, sa monnaie, ce qui s'est traduit par une dévaluation du Naira. Et quand on connaît les liens économiques qu'il y a entre le Bénin et le Nigeria, forcément il y a un impact, il y a une incidence directe. C'est que les commerçants nigérians qui étaient très présents à Dantopa ou au port autonome de Cotonou le sont moins, et donc à partir de ce moment, forcément il y a une répercussion directe sur le consommateur et sur les hommes d'affaires et commerçants béninois. Mais sur cette question, moi personnellement, c'est mon point de vue, moi je suis un grand défenseur, je vous l'avais dit tout à l'heure, de l'arrimage du Bénin au Nigeria, parce que je pense que notre première richesse dans ce pays aujourd'hui, le port est important, mais le port pour moi est un moyen. Notre première richesse qu'il nous faut valoriser, ce sont nos 700 km avec le Nigeria. Vous êtes pour l'arrimage du Bénin avec le Nigeria, mais lorsque vous voyez un peu la politique de notre nouveau président pour ce qui est de ses voyages, parce qu'on l'a vu dans plusieurs pays, mais aller en visite officielle au Nigeria, on ne l'a pas encore vu. Est-ce que vous pensez qu'il est en phase avec vous? Non, je pense que c'est une polémique qui est alimentée sur les réseaux sociaux. Le président Patrice Talon a déjà... C'est une réalité. Non, le président Patrice Talon a déjà été au Nigeria. Oui, mais pas dans le cadre d'une visite officielle, c'était dans le cadre d'un sommet. Oui, mais le président Patrice Talon a déjà été au Nigeria. Il a rencontré le président Boari. Et après, ça c'est ce que nous, communs des mortels, nous voyons de l'extérieur. Je pense qu'il y a une action diplomatique et une action présidentielle qui ne se fait pas non plus devant les caméras. Et je pense que le président Patrice Talon est parfaitement conscient du rôle et de la place que représente le Nigeria et les relations entre le Bénin et le Nigeria. Et je pense qu'il y a sûrement, j'en suis même certain, qu'il y a sûrement des échanges réguliers entre le président Patrice Talon et le président Boari. Donc je pense que... Supposé. Non, c'est pas que je suppose. Je pense qu'il ne peut en être autrement. Vous savez, les liens entre le Bénin et le Nigeria sont des liens séculaires, en fait. Nous sommes... Il y a une proximité qui est très grande. Donc, et une fois de plus, moi je pense que ce n'est pas simplement... C'est pas simplement des... Il faut faire attention. Et une fois de plus, je reviens là-dessus. On a trop pris l'habitude de voir tout se faire devant des caméras, avec des photos. Et donc aujourd'hui, on a un président, je mets entre griffes, normal, c'est-à-dire qui fait une action de terrain et qui présente les choses face caméra une fois qu'elles sont cuites, qu'elles sont prêtes. Et donc la phase de léthargie pendant laquelle lui il est en train de travailler, ses équipes sont en train de travailler, nous, peuple, nous regardons et nous disons, il ne fait rien. C'est un peu normal, parce que nous avons été habitués à autre chose. Mais bon.
Mais vous avez parlé tantôt des réseaux sociaux, de tout ce qui est web aujourd'hui et de tout ce que c'est important dans le développement des nations. Aujourd'hui, on ne peut plus se passer des réseaux sociaux, des médias, des multimédias. Vous pensez qu'un président peut encore faire les choses dans un état, se cacher aux caméras? Vous pensez que ce serait normal? Ce n'est pas se cacher aux caméras. Ce n'est pas se cacher. Je ne pense pas que ce soit se cacher aux caméras. Une fois de plus, je pense que le président Patrice Talon, en tout cas de ce que moi je vois, et une fois de plus je suis observateur comme vous en fait, je ne pense pas que ce soit se cacher, mais je pense qu'il y a une forme d'action qui ne nécessite pas de faire du bruit en fait. Quand vous voulez qu'on vous prenne au sérieux, lorsque vous êtes chef d'État, chef d'entreprise, etc., si votre parole elle est trop, comment dire, comme on dit dans nos langues, par terre, le jour où vous parlez, personne ne vous écoute. Donc je pense que c'est autour de cela que le gouvernement est en train de travailler. Et vous serez d'accord avec moi si je vous dis qu'aujourd'hui, on a un gouvernement de gens qui sont compétents, qui sont au travail. Dans ce gouvernement, il y a le ministre d'État Abdoulaye Biotchane, que j'ai personnellement soutenu pendant la campagne présidentielle. Il y a le ministre d'État Pascal Koupaki, qui est un homme d'une grande qualité, qui est reconnu en dehors du Bénin. Il y a d'autres personnes. C'est vrai que la ministre Atanasso, qui a été ma professeure à l'Institut national d'économie, l'ENEAM maintenant, ça s'appelle, et plusieurs autres ministres, le ministre des Finances. Donc il y a une équipe compétente, resserrée, qui est en train de travailler. Laissons cette équipe travailler. C'est vrai que la ministre Atanasso, on l'a vu plusieurs fois sur les médias. C'est vrai que le ministre Koupaki, on le voit tous les mercredis. Mais le ministre Abdoulaye Biotchane, lui, on ne le voit pratiquement pas. C'est vrai qu'entre-temps, il est allé il est allé faire une interview sur un journal, dans un journal étranger, le journal Le Monde Afrique. Mais au plan local, il a du mal à se faire voir. Non, vous pouvez pas dire ça. Déjà, vous pouvez pas dire ça. Moi, le ministre d'État, vous connaissez ma proximité personnelle avec lui, puisque j'ai été son conseiller à l'économie pendant la campagne présidentielle. Le ministre d'État est à l'action. Il a été présent il n'y a pas plus longtemps, je pense qu'il y a à peine une semaine, en fait, sous l'arbre à palabres d'un de vos confrères, et il était devant un parterre de journalistes. Donc je pense que vous cherchez à titiller un peu en parlant de ça. Il est à l'action, puisqu'en tant que ministre d'État en charge du plan et du développement, il est justement au cœur des questions qui doivent être traitées par le gouvernement, c'est-à-dire améliorer les conditions de vie des populations et des Béninoises et des Béninois. Et je pense qu'il est à l'œuvre, il est en train de faire ce travail-là avec toute l'équipe et sous le leadership du président Patrice Talon. Revenons, si vous voulez bien, à la question du Nigeria et à la dévaluation du Naira, à la crise économique également. Mais vous dites que le mot crise n'est pas trop approprié. On va parler donc de récession, puisque c'est le thème économique approprié. On va parler de récession. Donc revenons au Nigeria pour dire, avec la faiblesse, vous dites qu'il faut arrimer le Bénin au Nigeria. C'est vrai qu'avec aujourd'hui la dévaluation du Naira, la monnaie est donc faible et que ça va attirer peut-être beaucoup d'investisseurs qui viendront produire au Nigeria. Comment est-ce que le Bénin pourra s'en sortir? Parce qu'on sait que le Bénin n'a pas d'unité de production et que le Bénin pourrait rester à la traîne. Comment est-ce que le Bénin pourra s'en sortir? Moi j'ai une conviction profonde, et ça je pense que s'il y a une campagne avec d'autres personnes, parce que je ne suis pas le seul à le défendre, le président Sébastien Adjavon le défend déjà depuis un certain nombre d'années, et beaucoup d'autres acteurs politiques ou économiques de ce pays le défendent, mais s'il y a un élément que moi je défendrai dans les semaines, les mois à venir, c'est le fait que le Bénin doit utiliser au maximum sa proximité avec le Nigeria. Pour moi, c'est la principale richesse que nous avons. Chaque centimètre des 700 km de frontières que nous avons avec le Nigeria, nous devons l'exploiter pour pouvoir générer et fluidifier les relations commerciales avec le Nigeria. Comment est-ce que nous pouvons faire? Il faut qu'on réfléchisse différemment. Jusqu'à présent, on a tourné notre économie vers une économie de réexportation. C'est-à-dire on importait au Bénin, parce qu'il y avait un différentiel de taux de douane entre le Bénin et le Nigeria. On importait au Bénin et on exportait vers le Nigeria. Pendant très longtemps, c'est comme ça qu'on a construit notre économie. C'est comme ça que le port de Cotonou aussi s'est développé. Sauf que, depuis un certain nombre d'années, le Nigeria met en place des politiques
pour mettre des barrières à un certain nombre de produits d'importation. Il met des barrières parce qu'il veut développer son économie locale. Et c'est là où je dis que nous avons, en tant que Bénin, à réfléchir sur les secteurs clés, les secteurs prioritaires que nous voulons traiter vis-à-vis de l'État, de la fédération, de l'État fédéral nigérian. Le président de la République a défini dans son projet de société l'agrobusiness comme un des secteurs clés tourné vers le Nigeria. Il faut qu'on travaille cela, qu'on le travaille beaucoup plus. C'est-à-dire qu'on ne soit pas simplement dans de la production du maïs vers le Nigeria, mais qu'on ait aussi, comme vous le dites, des unités de production. Les unités de production construites par des industriels béninois, mais pourquoi pas par des industriels nigériens aussi. Et c'est pour ça que moi je défends l'idée d'une enclave monétaire à l'intérieur du Bénin. Qu'est-ce que ça veut dire simplement? Ça veut dire que il faut qu'on arrive à sensibiliser les hommes d'affaires nigérians sur le risque de change. Il faut qu'ils aient la possibilité de se dire, quand je me déplace de Lagos et que je viens investir, positionner mon unité de production à craquer, à ses mains craquées, ça ne me coûte pas plus cher. Au contraire, j'ai peut-être des conditions fiscales qui sont intéressantes pour moi. Parce que justement, avec la faiblesse de la monnaie nigériane aujourd'hui, qui suppose que la main-d'œuvre également sera abordable, est-ce que ce n'est pas mieux de s'installer au Nigeria, de produire au Nigeria que de produire au Bénin? C'est à nous de trouver. Aujourd'hui, est-ce que vous connaissez beaucoup d'industries nigérianes qui sont de l'autre côté de la frontière? Il n'y en a pas tant que ça. Il y en a très peu même. Ce que nous devons faire aujourd'hui, c'est inciter les industriels nigériens à venir de ce côté-ci de la frontière. Nous devons créer les conditions parce que, au-delà de l'impact fiscal, de l'impact douanier, du fait qu'il y a des produits qui transitent par le Bénin pour aller au Nigeria, il y a le fait aussi que lorsque dans une zone franche, vous avez des industries qui s'installent, vous créez des emplois. Ce sont des Béninois qui exerceront dans ces unités de production. Nous rééquilibrerons les échanges que nous avons avec le Nigeria. Donc oui, certaines personnes ont peur en se disant, on a gardé en tête l'idée, et c'est un des problèmes, je pense qu'il faut qu'on travaille là-dessus. On a gardé en tête l'idée du Nigeria d'il y a 30 ans, où on nous disait le Nigeria c'est le désordre, le Naira c'est une monnaie qui ne tient pas la route, c'est l'insécurité, etc. Tout ça c'est vrai, mais je vous invite à aller à Lagos et à voir ce qui se passe à Lagos aujourd'hui. Vous avez dit tout à l'heure un peu plus tôt que le président de la République a parlé de l'agrobusiness et on devait voir également de ce côté avec le Nigeria. Mais il y a eu une information nouvelle parce que l'hebdomadaire Jeune Afrique a publié par exemple cette semaine que le président Buhari est en train de ressusciter un ancien projet dans le domaine de l'agriculture de Sani Abacha pour pouvoir atteindre l'autosuffisance alimentaire au Nigeria d'ici 2018. Est-ce que ça ne bloque pas un peu les ambitions du Bénin? Vous savez, il faut voir les tailles. Moi, j'aimerais qu'on regarde les proportions, parce que c'est vrai que quand on dit le Bénin à côté du Nigeria, nous on se dit, nous sommes un pays, ils sont un pays, on a un drapeau, ils ont un drapeau. C'est vrai. Mais le Nigeria, c'est plus de 170 millions d'habitants. L'État de Lagos tout seul fait quasiment 2 fois la population du Bénin. Le PIB du Bénin est l'ordre de un peu plus de 8 milliards de dollars. Le PIB de l'État de Lagos, s'il était calculé, il serait de l'ordre de 80 milliards de dollars. Près de 10 fois. Donc en fait, en réalité, c'est quoi? Même lorsque le président Buhari dit qu'il veut ressusciter un programme agroalimentaire pour atteindre l'autosuffisance, le Bénin a la possibilité de trouver sa place dans ce programme agroalimentaire. Il n'y aura jamais assez de production au Nigeria qui ne permette pas d'absorber ce que nous allons produire au Bénin. Mais pour cela, il faut que à chaque acte, à chaque décision publique que nous prendrons, nous regardions et que nous nous disions qu'est-ce que cette décision-là, en quoi cette décision nous rapproche du Nigeria? Quel est l'impact que ça peut avoir sur nos échanges avec le Nigeria? Comment est-ce que cette décision-là a une incidence sur le fait que nous voulons être le fournisseur du Nigeria? Nous voulons améliorer ce que nous tirons comme bénéfice de notre proximité avec le Nigeria. Il faut que ça devienne une politique nationale. Et moi, je suis content de voir que sous l'égide du ministre d'État, le ministre Abdoulaye Biotchane, il y aura un plan gouvernemental, un plan d'action gouvernemental pour les 5 années à venir, un plan prospectif qui va être élaboré. Je l'ai lu c'est une des décisions du dernier Conseil des ministres. Et je pense qu'au cœur de très humblement, au cœur de ce programme, il doit y avoir en tête de gondole comment nous faisons pour que le Bénin puisse tirer le maximum de profit
du Nigeria voisin. Mais il y a ce constat-là. Lorsque vous voyez un peu sur notre marché, il y a beaucoup de produits nigériens qui inondent nos marchés béninois. Lorsqu'on prend par exemple le pain qui vient du Nigeria, lorsqu'on prend les bières qui sont produites au Nigeria, mais l'effet inverse ne se fait pas. Quand vous allez à Lomé, par exemple, vous ne verrez jamais notre béninoise là-bas, vous ne verrez jamais notre eau minérale Posotomé, non plus au Nigeria. Alors, est-ce que c'est un problème de manque d'inspiration de nos opérateurs économiques ou alors c'est un défaut de politique commerciale adéquate au niveau de l'État? Moi, je suis un fervent défenseur de l'abolition des frontières et du libre-échange, en fait. Je vais vous dire pourquoi. Parce que je pense que quand on a 700 km de frontières, sauf à poster un douanier tous les 500 mètres, lorsque vous prenez des mesures de protection, ça tient une journée parce qu'il y aura toujours de la contrebande derrière, en fait. Moi, je pense que ce sur quoi il faut travailler sur le rapprochement économique entre nos pays. Il y a des discussions qui peuvent se faire. Je pense que pour moi, c'est une question d'offre et de demande. Si demain, on vous propose une bière nigériane et qu'à côté, vous avez la béninoise, si vous êtes un fan de la béninoise et que vous pensez que le gain que vous en tirez est meilleur et plus élevé, vous achèterez la béninoise. Vous n'achèterez pas la bière nigériane. De la même manière, si la bière béninoise répond aux besoins du consommateur nigérien, le consommateur nigérien achètera la béninoise et n'achètera pas la bière nigériane. Donc, c'est une question d'adaptation au goût et une question de prix, une fois de plus, forcément. On va revenir, j'ai encore une ou deux questions concernant le Nigeria, mais il y a des téléspectateurs qui envoient également des questions. Il y a un téléspectateur qui demande par exemple qu'il y a un ministre qui a travaillé aux côtés de Yahi et qui aujourd'hui est dans le gouvernement de Talon et qui dit qu'il veut travailler aujourd'hui à assainir l'économie, les finances publiques et tout. Le téléspectateur voudrait savoir si le ministre tient ses propos pour pouvoir justement corriger les erreurs qui ont été commises avec Yahi. Vous savez, déjà... La première réponse, c'est de dire que c'est le président de la République, lui seul, qui forme un gouvernement. Donc le président de la République choisit son équipe. Ce n'est pas parce qu'il y a des gens qui ont travaillé en début de mandat avec le président Yahi qu'ils sont à jeter parce qu'ils considèrent qu'ils n'ont plus de compétences ou qu'ils ne peuvent plus rien faire. Pour construire un pays, on a besoin de toutes les compétences. Et donc, je pense que très humblement, chacun essaye d'apporter sa pierre à l'édifice, en fait. Une chose est sur l'expérience que ce ministre, je ne sais pas de qui il est en train de parler, mais l'expérience que ce ministre a acquis est essentielle, je pense, probablement dans l'alchimie gouvernementale. Et c'est probablement la raison pour laquelle le président a fait appel à lui. Pour revenir au Nigeria et justement les relations économiques que le Bénin doit entretenir avec le Nigeria aujourd'hui, vu le contexte actuel, avec la faiblesse du Naira, il faut le dire, est-ce que ce ne serait pas mieux pour le Bénin d'acheter au Nigeria à bas prix, à bas coût, et revendre que de vendre du Bénin vers le Nigeria à faible taux ou à faible coût? Non, vous ne pouvez pas dire on achète au Nigeria, on vient vendre au Bénin simplement. On a besoin de transformation dans nos économies. On a besoin de sortir en fait de cette économie d'achat-revente. Quand on était enfant, on parlait de Solchalucha. Il faut essayer de sortir de ça parce que ça ne crée pas de la valeur. Alors qu'on a de vrais problèmes de création d'emplois dans ce pays. Et pour créer des emplois, il faut avoir des unités de transformation. Il faut créer de la valeur qui reste dans le pays. Et donc, ça va au-delà de l'achat-revente, simplement. Je pense que c'est sur la transformation de l'économie. C'est une réflexion stratégique sur ce que nous pouvons faire pour pouvoir devenir la base arrière du Nigeria. Devenir, en fait, la base de fourniture de services pour le Nigeria. Je prends un exemple simple. Tous les constructeurs automobiles du monde, aujourd'hui, regardent avec énormément d'intérêt, énormément d'envie le Nigeria. Tous sans exception. Ils se disent, c'est le prochain marché. Ils ont réussi à atteindre le Brésil. La Chine, ils y sont. Les Chinois, ils produisent des véhicules. Et tous, ils sont en train de regarder le géant nigérian en disant, qu'est-ce qu'on va faire? Le gouvernement nigérian, il y a déjà, je crois que c'est au moment du président Goodluck Jonathan, a mis en place une politique douanière très restrictive sur l'importation de véhicules neufs pour pouvoir développer justement le secteur automobile local en fait.
Donc, vous allez aujourd'hui, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a 30 ans, il y a des 504 qui se montaient au Nigeria, qui se montaient dans le nord du Nigeria, 504 2000 ou 504 Abacha, voilà, qui se montaient dans le nord du Nigeria. Cette unité de production a été remise en selle. Il n'y a pas longtemps, c'est Dangote qui a pris des parts dans ce secteur pour pouvoir relancer la production locale. À Lekki, donc Lekki, c'est la zone franche en fait de l'État de Lagos. Il y a des constructeurs comme Ford, comme Nissan, qui montent des véhicules sur place, des pick-up, etc. Mais il y a toujours le besoin, parce que pour l'instant, les constructeurs mondiaux envoient les véhicules en pièces détachées, et c'est juste monté sur place. Mais ils ont tous envie de produire en local. Sauf qu'ils n'ont pas l'écosystème favorable. Toutes les petites sociétés, parce que quand vous voulez monter une voiture, vous avez besoin de dire, il y a une société qui fait du pressage de boulons, qui fabrique les petits boulons qu'il faut pour les voitures, qui fait les vitres, qui fait les caoutchoucs, etc. Mais sur ça, nous pouvons nous positionner. Le Bénin peut se positionner. La zone franche de Craquet, elle est là, on des études depuis des années. Pourquoi on ne se positionnerait pas là-dessus? Pourquoi est-ce qu'on n'inviterait pas des investisseurs béninois ou nigérians, ou même étrangers, avec des conditions fiscales acceptables, une politique de change qui soit alignée sur celle du Nigeria? Parce que c'est ça la crainte. Quand tu viens investir en francs CFA, que tu as un Naira qui évolue face au dollar, ta crainte c'est de te dire, j'investis, mais si le Naira dévisse, je perds de l'argent. Donc on peut mettre en place toutes ces politiques-là. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on l'aura fait, que ces usines seront installées chez nous, que nous allons servir de base arrière, nous allons créer des emplois. Parce que nous allons créer une expertise. Et parce que sur ces secteurs, nous serons devenus indispensables pour le marché nigérien en fait. C'est un exemple parmi tant d'autres. Vous prenez le tourisme qui est un secteur cher au président de la République. Moi je pense qu'il y a toute une politique touristique qui est en train d'être mise en œuvre. Je discutais il n'y a pas longtemps avec un ami qui est dans le secteur et je lui disais que pour moi, notre politique touristique ne doit pas simplement être une politique touristique tournée vers l'Europe. Oui, il y a des gens en Europe qui ont envie de venir se reposer, visiter, découvrir en fait le patrimoine béninois. Mais nous avons aussi à 1h30, 2 heures de Cotonou, des gens, une classe moyenne importante qui a besoin aussi de s'évader de Lagos par moment. Et donc notre politique touristique aussi devrait tourner vers le Nigeria. C'est deux exemples. Moi je dis simplement et très humblement que nous avons dans nos politiques aujourd'hui à définir 2, 3, 4 grands secteurs sur lesquels nous allons nous asseoir avec nos partenaires nigérians. Nous leur disons, nous voulons nous spécialiser dans ces domaines, que ce soit avec des partenaires économiques ou avec des partenaires étatiques. Et nous pouvons, sur cette base-là, devenir véritablement indispensable pour le Nigeria. Inverser la chose en fait, ne plus être simplement dépendant à pleurer quand le Nigeria change de politique et à nous dire ça ne va pas, il faut qu'on se réajuste en fait. Voilà. La proximité avec le Nigeria, c'est également l'essence de la contrebande qui inonde le Bénin, qui inonde notre pays. Et entre-temps, on a entendu, on a eu vent de ce qu'il y aura des taxes qui seront appliquées à cette essence de la contrebande. Après, on a dit non, que ce n'est pas le cas. Mais vous, en tant qu'économiste, comment vous pensez qu'on peut réorganiser ce secteur-là? Alors déjà, j'ai écouté comme vous, moi j'ai pas entendu parler de taxes, moi j'ai entendu le ministre des Finances et le ministre d'État en charge du plan parler d'un ajustement des prix qui permettrait de rapprocher le prix public, le prix fixé par l'État, donc celui qui est applicable au niveau des stations-service, de celui qu'on a, de celui de l'essence de contrebande, de façon à ce que le consommateur ait plus intérêt à aller dans la station-service qu'à aller au bord de la voie. Et je pense que c'est une très bonne chose. Cette politique, c'est une bonne chose, parce que la répression seule ne permettra jamais d'endiguer le phénomène de l'essence de contrebande. Vous allez au Togo à côté, ils ont le même problème, c'est-à-dire qu'ils sont proches du Ghana qui subventionne massivement l'essence. Et donc, c'est cette politique de réajustement, et d'ailleurs cette semaine, ils ont encore baissé les prix à la pompe au niveau du Togo, c'était cette politique de réajustement des prix qui permet justement d'avoir un développement du business des stations-service qu'on ne voit pas ici au Bénin. Parce que les stations-service, le business des stations-service, ce n'est pas un secret que de dire que le business des stations-service n'est pas viable au Bénin compte tenu de l'essence de contrebande en fait. Donc, le gouvernement, et c'est la preuve, puisque vous disiez tout à l'heure qu'on ne voit pas ce que le gouvernement fait, c'est la preuve que ce gouvernement, avec méthode, est en train de mettre en place les jalons qui permettront d'ici 12-18 mois
d'avoir des répercussions directes sur le béninois moyen. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, si on revient sur le fond du problème, l'essence de contrebande, ça vient d'où? Le Nigeria est un grand producteur de pétrole, mais de pétrole brut. Sauf que, bien qu'étant un grand producteur de pétrole, le Nigeria importe plus de 80% de son essence et de son diesel, c'est-à-dire des produits raffinés en fait, issus du pétrole, parce qu'il n'y a pas de raffinerie, ou le peu de raffinerie qu'il y a ne fonctionne pas. Quand on est un producteur de pétrole, qu'on a énormément d'argent tiré de l'exportation du pétrole, il y a un problème social. Parce que si vous dites aux gens qu'ils doivent acheter l'essence extrêmement chère, ils sont dans les rues et ils cassent tout. Donc il y a eu une politique de subvention des importations d'essence qui a été mise en place au cours des dernières décennies en fait. Sauf qu'en faisant cela, ça n'a pas rendu viable et rentable le business de raffinerie. Le gouvernement actuel, le gouvernement du président Boihari est en train de revenir là-dessus sur les subventions aux produits pétroliers, et il y a un grand projet qui est porté par Aliko Dangote à Lekki, toujours au niveau de la zone franche de Lekki, pour construire l'une des plus grandes raffineries d'Afrique. C'est un projet de plusieurs milliards de dollars qui va permettre justement de juguler cet effet et de faire en sorte que le Nigeria soit désormais un pays qui produise également de l'essence. C'est pas que du pétrole, pas que du pétrole brut. Et donc je pense que l'arrêt des subventions au niveau du Nigeria, combiné au fait que le gouvernement béninois a pris la bonne mesure, pour moi, le gouvernement actuel, le gouvernement du président Patrice Talon a pris la bonne mesure de dire on va mettre en place un système de réajustement des prix, ces deux mesures vont faire que petit à petit, il y aura moins en moins de gens au bord de la voie et plus en plus de gens au niveau des stations-service. La question qui va se poser à nous tous, c'est la question de la reconversion de ceux qui aujourd'hui vendent de l'essence Bayor. Il faudra leur trouver quelque chose. Et c'est là où je vous rejoins qu'il faudra des mesures sociales d'accompagnement. C'est là justement que le problème va se poser. C'est justement ce qui pourrait bloquer ce dont vous nous parlez, ce dont nous rêvons tous là. Parce qu'on a vu sous le régime de fin, on a vu la CONAMIP. C'était une commission pour mettre un terme donc, à la commercialisation de l'essence illicite. Mais ça n'a rien donné. Oui, on a vu tout l'effort que le gouvernement précédent a fait. On a vu toute la détermination. Sauf que, cher ami, il y a une différence de méthode. Il y a une différence de méthode. Et c'est pour ça que je dis que c'est important de voir que la méthode a changé. Quand vous parliez de mesures prises, c'était essentiellement de la répression. Mais vous avez, et c'est ce que je disais tout à l'heure, lorsque vous avez 700 km de frontières, à moins d'avoir un douanier tous les 500 mètres, vous ne pouvez pas arrêter la contrebande. C'est impossible. C'est une régulation du marché. Si le différentiel de prix est de 200 à 300 francs CFA, aucun de nous n'ira dans une station-service. C'est la réalité. Sauf quand c'est pas vous qui payez directement le carburant. Moi, je dis les choses telles qu'elles sont. Mais quand ça sort de votre poche, vous n'irez pas prendre l'essence à la station parce qu'il y a un différentiel de 200 à 300 francs CFA. Donc là, il y a une bonne mesure qui est prise, qui répond en même temps à une évolution de la situation au niveau du Nigeria. Et donc, peut-être grâce à cela, on va pouvoir évoluer. Maintenant, la question de la reconversion des gens, c'est une question qui est présente. Elle est présente, elle est claire, et j'ai cru entendre que les distributeurs de produits d'essence Bayor se constituaient également en des regroupements pour pouvoir voir aussi comment est-ce qu'ils peuvent agir. Je pense qu'il y a des choses qu'ils peuvent faire, c'est-à-dire ça peut être par exemple de dire qu'on leur attribuera des licences de stations-service en regroupement. Il faudra trouver quelque chose parce que ça emploie des milliers de gens aujourd'hui et si ces gens-là ne peuvent plus subvenir à leurs besoins, on va être face à un autre problème. Mais j'ai envie de dire, c'est deux choses différentes. Une fois que vous avez résolu le problème du Bayor, parce que vous dites il y a plus de gens qui vont dans les stations, donc plus de gens qui consomment de l'essence réellement importée, donc qui payent de taxes, en réalité, c'est ça. Oui. Donc ça augmente les recettes de l'État, vous avez plus de recettes, et donc ça revient à ce que je disais tout à l'heure, avant de distribuer, il faut que vous en ayez dans vos poches. Si vous en avez dans vos poches, vous utiliserez cela pour faire du social. Les deux vont de pair.
Pour revenir encore sur le Nigeria, puisqu'on parle du Nigeria, parce que la situation intéresse beaucoup d'économistes dans la sous-région. Vous avez parlé tout à l'heure de Aliko Dangote. Dangote fait partie justement de ceux qui ont beaucoup perdu, de ces entreprises qui ont beaucoup perdu juste après la dévaluation du Naira. Il y a également l'Indien Airtel qui est dans le secteur de la téléphonie mobile, qui a perdu également beaucoup et songe même à quitter le Nigeria. Si la SAIE continue ainsi, est-ce qu'on peut craindre un affaiblissement de l'économie nigériane et donc quel serait l'impact sur la sous-région? Non, moi je pense qu'il faut les dévaluations sont toujours des moments un peu compliqués en fait à gérer. C'est-à-dire que le commun des mortels a toujours énormément de mal et c'est normal. C'est-à-dire que on vous dit que du jour au lendemain votre téléphone portable qui est importé ou si vous aviez l'habitude de manger des pâtes Panzani si elles ne sont pas fabriquées au Nigeria, que du jour au lendemain vous allez le payer 20, 30, 40% plus cher. Donc le commun des mortels naturellement se dit comment on va s'en sortir, qu'est-ce qui va se passer. Mais vous parliez tout à l'heure d'Aliko Dangote. Aliko Dangote n'a pas remis en cause. Vous évoquez qu'il a perdu beaucoup d'argent, il a perdu de l'argent en bourse parce que une fois que le Naira a été dévalué et a chuté, le marché boursier nigérien a également chuté, donc les actions des sociétés d'Aliko Dangote ont chuté. Mais Aliko Dangote n'arrête pas d'investir, au contraire. Et continue d'investir. Je vous parlais tout à l'heure du grand projet de raffinerie qui est un projet qui va transformer le visage du secteur énergétique nigérian. Aliko Dangote ne l'a pas arrêté pour autant. Il continue d'investir là-dessus. Il a racheté il n'y a pas longtemps, c'était avant la dévaluation, mais il n'a pas remis en cause son investissement dans la société qui monte en fait les véhicules Peugeot dans le nord du Nigeria. Donc je pense qu'il faut savoir raison garder. Il y aura forcément un peu de réajustement. Il y a par exemple une banque qui s'est retrouvée un peu en deçà des seuils de solvabilité et donc la direction a été changée par la Banque centrale du Nigeria qui suit la situation. Mais moi je reste persuadé que cette dévaluation sera source d'opportunités dans les mois qui viennent pour le Nigeria. J'en suis convaincu. Parce que simplement, le fait que le Naira fluctue désormais, parce qu'avant le Naira était dans ce qu'on appelait en fait un peg dans un je vais rentrer dans les termes techniques mais il ne faut pas qu'on perde non plus les il avait le droit de fluctuer dans une fourchette en fait, ce qui veut dire que Donc ça veut dire qu'aujourd'hui la monnaie est ramenée à sa juste valeur, c'est ça? La monnaie est ramenée à sa juste valeur. Simplement, quand vous avez envie d'acheter du dollar, c'est une question d'offre et de demande. S'il y a plus de gens qui demandent du dollar sur le marché nigérien, vous payerez probablement plus cher que s'il y a moins de gens qui demandent du dollar. Donc ça se rééquilibre et ça rassure l'investisseur. L'investisseur étranger qui regarde aujourd'hui va se dire c'est une monnaie qui fluctue normalement, j'ai un risque de change, mais j'y vais parce que je sais que demain, ce ne sera pas une politique du gouvernement qui va décider de ce que sera mes revenus, simplement. Donc, moi, je pense que c'est une question d'opportunité. Il y a forcément une phase par laquelle on passera qui va être une phase difficile. Et là, le gouvernement nigérian va probablement devoir mettre en place des mesures sociales, des mesures d'accompagnement. Mais il faut toujours garder en tête que le Nigeria, contrairement à beaucoup de pays africains, a une économie locale, une industrie locale, qui est très forte, très présente. Et l'effet que ça aura, c'est que les produits locaux vont être consommés encore plus. D'où ce qu'on se disait tout à l'heure, nous, la question que nous devons nous poser au Bénin, c'est comment est-ce que nous faisons pour pouvoir tirer profit du fait que les Nigérians vont vouloir consommer encore plus local. Comment est-ce que nous faisons dans le cadre de la tech, parce que vous savez aujourd'hui il y a un tarif extérieur commun CEDEAO qui est en train d'être mis en place et donc qui veut dire normalement qu'on abolirait les frontières. D'une certaine façon, il y aura plus de différentiel de droits d'importation entre le Bénin et le Nigeria. Comment est-ce qu'on met en place des accords pour que des industries agroalimentaires, par exemple, ou dans d'autres secteurs, qui s'installeraient de l'autre côté de la frontière, puissent bénéficier de la stabilité du Bénin, puissent bénéficier de notre position géographique par rapport au port, etc., pour pouvoir exporter vers le Nigeria. Moi, je suis convaincu d'une chose, c'est que toutes nos politiques doivent être tournées, toutes nos politiques économiques doivent être tournées vers le Nigeria. Il y a justement un téléspectateur qui a envoyé cette question. Quels sont les impacts de l'application du tarif extérieur commun sur les recettes nationales?
Alors, je vais vous faire une réponse. Je n'ai pas les chiffres, en tête, donc je ne saurais pas vous dire. Tout ce que je peux dire, c'est que aujourd'hui, le tarif extérieur commun, l'application du tarif, la mise en œuvre de l'application du tarif extérieur commun au niveau de la CEDEAO, elle est encore progressive en fait. C'est pas encore complètement appliqué. Mais je suis incapable de vous dire, je voudrais pas dire de bêtises en fait, vous dire quelle est l'incidence réelle. Vu de manière macro, on peut avoir le sentiment quand on regarde en premier de se dire, oui, le fait d'aligner les droits de douane aux portes du Bénin et du Nigeria va entraîner de facto un transfert des volumes de tous ceux qui importaient par Cotonou, parce qu'on avait un différentiel de droits de douane avec le Nigeria. Celui qui importait du riz par le Bénin parce que c'était moins cher de passer par le Bénin le fera probablement moins. Mais c'est là où ça revient à ce que je disais tout à l'heure. C'est pour combler ça, pour compenser ça, moi je suis convaincu que nous devons réfléchir à nous-mêmes nous transformer en exportateurs de produits locaux vers le Nigeria. Via soit des enclaves, parce que les hommes d'affaires nigérians pourront venir commercer chez nous en se disant, nous sommes sur le territoire béninois certes, mais nous pouvons nous comporter, nous respectons les lois béninoises, c'est très important, mais le Bénin nous met en place un microcosme qui nous permet de nous sentir chez nous et de commercer sans problème et sans avoir notamment le risque de change. Et je pense que c'est une position qui est très stratégique. Alors j'entends certaines personnes dire par moments, oui mais nous faisons partie de l'UEMOA, oui mais nous sommes francophones, c'est vrai, mais je pense que c'est une chance. Nous avons la chance d'être la porte vers le Nigeria. Les Nigérians, les hommes d'affaires nigérians ont toujours regardent de plus en plus vers la zone francophone. Ils se disent, c'est 200 millions d'âmes en gros, hein, si on prend UEMOA plus CEMAC en Afrique francophone. Ils se disent, comment est-ce qu'on va se développer sur ce marché ? On ne connaît pas. On ne sait pas comment il fonctionne. Ils n'ont pas les mêmes codes que chez nous. De la même façon, il y a des investisseurs qui viennent de France, d'Allemagne, d'Angleterre, des États-Unis, un peu moins peut-être des États-Unis, mais qui se disent, nous aussi on veut aller au Nigeria, mais on ne sait pas comment ça marche. Parce que c'est un pays où on nous a toujours dit, c'est dangereux, attention. Et nous sommes là, le Bénin, nous sommes stables. Nous avons, comme vous le disiez tout à l'heure, une démocratie. Nous avons une stabilité des institutions, une stabilité macroéconomique, parce que c'est important aussi de le dire. Nous avons une stabilité macroéconomique au Bénin. Et donc, nous devons utiliser cela en disant, nous sommes la passerelle entre les hommes d'affaires du Nigeria qui veulent investir peut-être au Togo ou en Côte d'Ivoire ou au Mali ou au Niger et les hommes d'affaires étrangers qui veulent aller au Nigeria. C'est ça que nous devons mettre en place, selon moi. S'il n'y a plus de questions sur le Nigeria, on va progresser parce on peut continuer toutes les missions sur le Nigeria. On va progresser. Moi, ça me ferait bien plaisir. On a également beaucoup d'autres sujets à aborder. Il ne nous reste que 30 minutes. L'heure passe très vite. Alors, justement, quand le nouveau régime s'est installé, on a entendu justement dire, et surtout votre mentor, Abdoulaye Biotchane, qui parlait justement des chiffres, a avancé que le Bénin était surendetté, que la dette intérieure était assez élevée. Le gouvernement a choisi l'option, a fait l'option de faire un emprunt obligataire. Est-ce que ce n'est pas encore endetter le pays ? C'est un sujet à polémique. Et il y a beaucoup de gens qui parlent. Il y a un téléspectateur depuis le Canada qui est très intéressé par la question. Il y a beaucoup de gens qui posent la question et je trouve qu'il y a énormément de communication et de bruit qui est fait autour de cette question d'endettement. Non, pour être sérieux sur le point, je pense que nous avons fait cette campagne, et je le disais tout à l'heure, au moment où on a fait cette campagne, nous avons présenté un bilan du régime précédent. Nous avons été clairs. On a dit, on trouvait que les choses étaient mal gérées. Nous l'avons dit, et c'est sur cette base que le président Patrice Talon a été élu. Une fois arrivé, c'est tout à fait normal de dire aux Béninois, ce qu'on vous avait dit pendant la campagne, c'est bien ce que nous avons trouvé. Et donc, ça s'inscrit dans ce cadre-là, la prise de position du ministre d'État, qui consistait simplement à dire, nous avons trouvé une situation des finances publiques qui, du point de vue de la dette, était catastrophique. Ce n'est pas jeter l'opprobre ou dire qu'un tel a fait ou un tel n'a pas fait, parce que dans la réalité, le débat
sur le bilan, nous l'avons mené pendant la campagne. Aujourd'hui, les Béninois ne nous attendent plus sur le bilan. Ils attendent le régime, et je dis nous collectivement, nous qui avons porté le régime là, et plus particulièrement le gouvernement qui est en train d'agir, ils nous attendent sur les actes. Mais cela, beaucoup de membres du régime n'ont pas encore compris. Non, mais absolument, mais les membres du régime l'ont parfaitement compris, mais simplement, comment voulez-vous poser des actes si vous ne dites pas aux populations ce que vous êtes venus trouver ? Quand tu rentres à la maison et que tu veux faire une nouvelle sauce, tu regardes dans l'ancienne et tu dis il reste 2 morceaux de viande. Ou tu dis qu'il en reste 10. Mais l'impression qu'on a, c'est qu'on passe tout le temps à regarder en arrière. Non, on ne regarde pas en arrière en permanence. Je pense que le gouvernement, que ce soit le ministre d'État en charge du plan ou du développement, ou le ministre des Finances qui était sur les ondes il n'y a pas longtemps, c'est juste poser le diagnostic et dire voilà, ce que nous avons trouvé, c'est ça. Et quand on parle de l'endettement, il faut qu'on soit clair. Parce que beaucoup de gens avancent des chiffres, j'ai vu des gens écrire, oui, c'est faux, un tel a menti, tout ça. La vérité des chiffres, elle est simple, elle est claire, elle est limpide en réalité. Il y a eu des contrats qui ont été signés pour 1200 milliards entre janvier et mars. Nous le savions au moment de la campagne. Nous l'avons dénoncé au moment de la campagne. Quand on parlait d'efficacité de la dépense publique, je ne sais pas si vous vous souvenez, on parlait de ça. Nous l'avons défendu au moment de la campagne. Nous avons dit au moment de la campagne, il y a des choses qui sont en train d'être faites qui hypothèquent l'avenir de ce pays. Est-ce que le ministre des Finances a dit? C'est simple. C'est de dire, nous avons aujourd'hui 2000, je ne sais pas les chiffres exacts en tête, 2200, 2300 milliards de francs CFA de dette, qui représentent 41% du PIB. Si les 1200 milliards de contrats qui avaient été signés en janvier et mars n'avait pas été annulé par le gouvernement actuel, l'endettement du Bénin serait passé à 70% du PIB. C'est simple, c'est mathématique, c'est clair. Mais du fait de l'action du gouvernement actuel, du fait que le gouvernement actuel a pris les taureaux par les cornes et a décidé de l'annulation de ces 1200 milliards de contrats, la dette du Bénin est redevenue soutenable. Et c'est parce que cette décision a été prise probablement, que cette dette est redevenue soutenable, que l'emprunt obligataire qui a été lancé a été un succès. Alors l'emprunt obligataire, est-ce qu'il fallait le faire, est-ce qu'il fallait pas le faire? Écoutez, moi je pense qu'il faut savoir raison garder. Un État de toute façon, surtout quand c'est un État comme le Bénin et quand on connaît les besoins, est obligé de s'endetter pour pouvoir financer le développement, pour financer les infrastructures. La question qu'il faut se poser, c'est quand j'emprunte 100, est-ce que ces 100 servent réellement à créer de la richesse? Et est-ce qu'au bout de, je ne sais pas quelle est la maturité moyenne des emprunts d'État au Bénin, je crois que ça doit tourner aux alentours de 10 ans ou un peu plus. Est-ce qu'au bout de ces 10 ans-là, ces 100 ont permis de créer... De l'emprunt qui a été fait dernièrement? De mémoire, je crois que c'est 7 ans. De 7 ans avec un différé de 2 ans de mémoire. Je ne saurais pas vous dire dans les détails, mais je pense que c'est suivre la période longue, parce que c'est tout à fait normal. Quand on emprunte pour un État, c'est pour générer des revenus, c'est pour générer de la croissance, c'est pour investir. Dans le cas d'espèce, le gouvernement a dit, je fais un emprunt qui va me permettre de rembourser la dette intérieure. C'est une bonne mesure. Souvenez-vous, pendant la campagne, c'était un des chevaux de bataille que nous défendions. C'est de dire on ne peut pas continuer avec une dette intérieure aussi élevée. C'est de la dette vis-à-vis des opérateurs économiques locaux. Donc avec cet argent, le gouvernement veut satisfaire les opérateurs économiques locaux. J'espère que vous avez... Ceux-là qui vont récupérer leur cash, qui vont avoir une trésorerie améliorée, vont pouvoir investir de nouveau et continuer à produire de la richesse dans le pays. Ce sont des actes concrets que le gouvernement est en train de mettre en place. J'espère que vous avez suivi tout ça de très près. Est-ce que cet emprunt était sur ou sous-évalué? Sous-évalué, pourquoi vous dites sous-évalué? Sous-évalué en termes de taux? Sous-évalué en termes d'enveloppe? Non, je pense que le gouvernement avait un besoin de 150 milliards, l'emprunt a été sursouscrit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il y a eu plus d'ordre, plus de gens qui sont venus en disant, parce que c'est un mécanisme d'enchère, il y a plus de gens qui sont venus en disant nous voulons acheter de ce papier, ce qui veut dire qu'en fait les gens ont de nouveau confiance dans le Bénin, et le gouvernement a décidé, en fait il y a deux façons de faire lorsque vous faites des enchères comme ça. Lorsqu'il y a une sursouscription, soit vous dites je baisse le taux ou j'augmente l'enveloppe.
vous faites les deux. Le gouvernement, moi, de ce que je sais en tant qu'observateur extérieur, a augmenté l'enveloppe, ce qui est plutôt un bon signe. Quand vous allez chercher 100 et que vos investisseurs vous disent « je vous donne 150 », c'est une bonne chose. C'est une très bonne chose. Vous avez dit tout à l'heure, quand j'ai dit en début d'émission que vous étiez à la touche, vous avez dit que vous n'étiez pas à la touche parce que vous observez et que vous regardez très bien tout ce qui se passe. Il y a Modeste qui est spécialiste des marchés financiers, qui est à Montréal et qui veut savoir quels sont les types d'investisseurs qui ont justement participé à cet emprunt. Alors, de ce que je sais, et c'est une fois de plus en ayant lu et en ayant suivi la conférence de presse du ministre d'État en charge du développement et la communication du ministre des Finances, c'est essentiellement des investisseurs institutionnels avec une bonne proportion d'investisseurs institutionnels nationaux. Ce qui veut dire que la confiance, une fois de plus, la confiance est revenue. Et en termes d'investissement, une fois de plus, en tant que banquier ou en modeste qui est aussi dans le domaine, ne me démentira pas, c'est important la confiance. C'est la base de tout. Lorsque vous rétablissez la confiance, ça veut dire c'est un peu comme avec votre banquier. Si votre banquier ne vous fait pas confiance, ça ne sert à rien d'aller le voir pour lui dire que vous voulez faire un prêt. De l'argent. Il y a un téléspectateur qui a certainement besoin qu'on le rassure parce qu'il envoie la question que voici. Pourquoi l'emprunt obligataire est fait dans la discrétion? On ne sait pas si on nous a prêté ces 150 milliards ou alors ce sont les membres du gouvernement qui sont cotisés pour cet emprunt. Il a certainement besoin d'être rassuré. Non, ce téléspectateur a trop pris l'habitude, et une fois de plus, je le dis, il faut que collectivement au Bénin aujourd'hui, qu'on apprenne à voir la responsabilité politique différemment. Exactement comme je pense qu'on a trop pris l'habitude de voir des responsables politiques qui, dès qu'on parlait d'un sujet d'État, arriver en disant moi je vais faire ceci, moi je donne cela de ma propre poche, etc. Et donc du coup on a pris peut-être de mauvaises habitudes. Je ne pense pas que ce soit les membres du gouvernement. Comme je disais tout à l'heure, ce sont des institutionnels. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'emprunter? On a besoin d'emprunter pour investir. Simplement. Et vous ne serez peut-être pas d'accord avec moi, mais une des choses que moi, personnellement, j'ai reproché pendant la campagne aux 10 années de régime Yahi, c'est de dire que oui, les investissements ont cru pendant ces 10 ans. C'est vrai, c'est un fait. Il y a eu plus d'investissements en montant en milliards, mais normalement, tout économiste vous dira que lorsqu'on accroît sensiblement les investissements, normalement, ça doit se traduire par une augmentation sensible, en fait, aussi au niveau de la croissance. Parce que vous investissez, et donc parce que vous investissez, vous créez de la croissance. C'est une des façons de créer de la croissance, de soutenir la croissance. Mais chez nous, qu'est-ce qu'on a constaté? On a augmenté tous les ans le budget d'investissement, mais la croissance, elle a plafonné aux alentours de 5%, 5,5%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il n'y avait pas l'efficacité de la dépense publique. La route qu'on pouvait faire avec 100, on le faisait avec 150 ou avec 200. Et c'est une des tâches de ce que je comprends à laquelle est en train de s'atteler actuellement, sous l'égide du président de la République, le ministre des Finances et les autres membres du gouvernement, c'est de rationaliser la dépense publique. De faire en sorte que quand on dépense 100, ce soit réellement 100 qui servent à travailler dans le pays. Et à ce moment-là, quand il y aura un budget d'investissement fort, la croissance pourra décoller. Parce que moi, je reviens encore là-dessus, et ça, c'est à titre personnel, je pense que dans notre pays, nous avons besoin d'investir massivement dans les infrastructures pour pouvoir relancer la croissance. 5% de croissance, 5,5% de croissance, ce n'est pas suffisant pour moi. Il faut aller plus loin parce qu'on doit sortir les gens de la pauvreté, on doit créer des emplois. Et ce n'est pas avec 5% qu'on réduit la pauvreté. Un autre téléspectateur, si vous le permettez, Jean-Eudes, c'est vrai que lui, il a été un peu cru, un peu trop direct, mais il estime que vous dites le fond de votre pensée, mais je cite, nous avons faim, nous n'arrivons pas à penser, nous. Si vous avez dénoncé les différentes erreurs pendant la campagne, cela suppose que vous connaissez les mots dont souffle le Bénin et que des solutions étaient déjà prévues lors de la campagne. Alors pourquoi c'est maintenant que vous pensez encore? On ne pense pas, en tout cas. Quand je dis on, c'est parce que l'ensemble de la coalition de la rupture, je ne pense pas que le gouvernement passe son temps à penser. Je pense que le gouvernement est passé aussi à l'action, en tout cas de ce que moi je vois. Quand le gouvernement dit, sous l'égide du président de la République, le ministre d'État, le ministre des Finances décide d'annuler les 1200 milliards d'emprunts, d'emprunts par le mécanisme de préfinancement, c'est du direct.
pour les populations. Parce que il faut avoir en tête une chose. Si ces contrats avaient été maintenus, l'endettement du Bénin sera à 70%. Donc, au taquet de tout ce qui est seuil fixé par le mécanisme communautaire au niveau de l'UEMOA. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'État béninois n'aurait plus pu emprunter. Ça veut dire qu'on serait complètement exsangue. Ça veut dire que tous les mécanismes sociaux dont on est en train de parler, la redistribution, etc., qui viendront, tout ça serait bloqué. Donc, il faut que... Je comprends. Et c'est pour ça que je dis que collectivement, nous avons un devoir. Il y a un gouvernement qui est en train de travailler. Il faut qu'on laisse le gouvernement travailler. Mais il faut qu'on fasse la politique différemment. C'est-à-dire qu'on soit aussi là, même nous qui sommes les partisans de la rupture, qu'on soit là en étant vigilants, en disant les choses et en disant aussi, en ayant le courage de dire qu'il faut peut-être... Nous avons fait... Il y a beaucoup de choses que le gouvernement a fait en 100 jours. Maintenant, il faut probablement aller plus vite et plus loin. Parce que les populations sont impatientes et elles ont raison d'être impatientes. D'accord, nous allons changer de sujet parce qu'il nous reste 15 minutes. Dans 15 minutes, cette émission est terminée. Puisque vous avez parlé, on a parlé un peu de la gouvernance tout à l'heure, que vous avez parlé également de la rationalisation des ressources de l'État. Un peu plus haut, tout à l'heure, quand on était en train d'évoquer le système de communication du gouvernement, vous faisiez remarquer qu'il y a 10 ans, les activités du gouvernement étaient super médiatisées et qu'on envoyait tout dans les médias et également à la télévision, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a remarqué aujourd'hui? C'est que pour, par exemple, le bilan des 100 jours, le gouvernement est allé vers le corps diplomatique pour faire un bilan. Pourquoi choisir le corps diplomatique, selon vous, pour aller exposer un bilan alors que les populations, elles, attendent d'être servies? Pourquoi le corps diplomatique? Alors, les populations attendent d'être servies sur quoi? Je pense que les populations, elles n'attendent pas que les ministres sur les actions que mène le gouvernement. Oui, mais je pense que les populations, il y a eu une émission, je crois, que vous avez animée, à laquelle ont participé certains membres... Qui n'était pas à l'initiative du gouvernement. Oui, mais certains membres du gouvernement ont participé à cette émission. Moi, j'ai suivi le porte-parole du gouvernement, le ministre Djogbenou, sur l'ORTV. Et les porte-parole du gouvernement? Je crois, je ne sais pas si c'est officiel ou je ne sais pas si c'est officiel, mais je suis comme vous, un observateur extérieur, donc c'est ce que je pensais. Mais en tout cas, il était sur la télévision. Donc, nous n'avons pas raison de soulever ces différents, dysfonctionnements parce que on n'arrive pas à déterminer pour un gouvernement qui vient de faire 100 jours, disons 4 mois, le porte-parole du gouvernement. Non, est-ce que c'est le plus important? Est-ce que c'est le fait de savoir qui est le porte-parole, qui a le titre? Parce que finalement, c'est un titre. Dans certains pays, c'est le ministre des Sports qui est porte-parole du gouvernement. Et est-ce que c'est le fait de savoir qui est porte-parole du gouvernement qui va réduire le chômage ou qui va apporter, qui va répondre aux aspirations des populations? Je pense que les populations, elles ont raison d'être pressées. C'est normal. Nous avons fait campagne en disant, nous voulons changer les choses. Nous voulons qu'il y ait une rupture. Donc, et moi, je suis content que la politique au Bénin soit en train de changer dans ce sens. C'est-à-dire que les populations se disent, nous vous avons élus, nous attendons les actes. C'est tout à fait normal. Mais je dis simplement que depuis 100 jours, le gouvernement du président Patrice Talon fait un travail remarquable et que dans les mois à venir, les populations vont sentir les retombées de cette politique. Donc, après, quand vous parlez de la communication gouvernementale, du fait... moi, j'entends ici et là... Personnellement, et après c'est une déformation probablement professionnelle, moi je ne suis pas très favorable à la communication à tout va en fait. Je préfère que les choses soient dites au moment où on a besoin de les dire et qu'après on passe à l'action. C'est mon ressenti personnel en tant que Béninois. Je pense qu'il y a probablement d'autres Béninois qui aspirent à voir autre chose, à ce qu'il y ait plus de présence médiatique, etc. Il faut laisser, je pense qu'il faut laisser le temps au gouvernement de travailler et d'avoir des résultats. Vous dites que depuis pratiquement 3 mois, que la méthode a changé. Dans cette méthode également, il y a des nominations et beaucoup estiment que parmi les nominations que nous voyons, qu'il y a beaucoup de clientélisme. Est-ce que c'est votre avis? Qu'est-ce que vous appelez clientélisme? Beaucoup de remerciements politiques. Non, moi je ne pense pas. Je pense que c'est un procès d'intention qui est fait. Je vous ai dit tout à l'heure, et moi je vois que ce sont des personnes d'extrême grande qualité en fait, qui ont été nommées et promues par le président de la République. Vous savez, il faut qu'on change la manière dont on fait la politique au Bénin. Moi j'en suis convaincu. C'est la seule conclusion que moi je tire. C'est l'une des conclusions principales. On a l'impression aujourd'hui que c'est que dans le camp de ceux qui ont soutenu la candidature du président actuel qu'il y a des compétences.
C'est l'impression qu'on a. Vous ne pouvez pas dire ça. Moi, j'ai soutenu un candidat, le ministre d'État Abdoulaye Biachane, il y a des nominations de personnes. Encore la touche, Non, une fois de plus, et je pense que c'est important de clarifier les choses. Moi, je suis venu à la politique en ayant un métier. Et je ne suis pas seul dans ma génération. Comme je vous le disais, nous sommes nombreux à avoir fait cette élection, à avoir participé à cette élection en ayant à côté un métier. En sachant faire quelque chose. Non, mais on n'est pas venu à la politique pour faire de la politique politicienne, en fait. Et donc, quand on mène ce combat, ce n'est pas pour avoir un poste. Ce n'est pas pour être assis dans un cabinet ou ailleurs. C'est parce qu'on défend des idées, c'est parce qu'on a une certaine vision pour son pays, c'est parce qu'on a envie de changer les choses. Le jour où on vous appelle aux fonctions, vous répondez. Vous dites, je suis présent, je considère que je peux apporter quelque chose, ou je ne peux pas apporter quelque chose de là, je continue à apporter quelque chose d'ailleurs. Mais la politique doit changer, parce qu'on ne doit plus faire la politique simplement en se disant, j'ai soutenu quelqu'un, il faut absolument qu'il me donne un poste. Ça ne marche pas comme ça. En tout cas, moi, j'ai cette conviction-là et je sais que je ne suis pas seul. Je vous ai dit, nous sommes un certain nombre vivant au Bénin, vivant à l'étranger, qui nous retrouvons régulièrement, qui avons participé à cette campagne de différentes chapelles. Il y en a qui ont soutenu Lionel Zinsou, d'autres qui ont soutenu au premier tour le président Patrice Talon, mais avec une conviction. Nous disons tous, de cette génération-là, nous disons tous que nous voulons continuer à peser. Et que nous voulons transformer cette société. Donc, qu'on soit à l'intérieur ou à l'extérieur, c'est pas le sujet. Moi, je défendrai ce qui a été fait de manière lucide. Quand il y a des choses qui sont faites bien, je les défendrai. Quand il y a des choses qui peuvent être améliorées, je le dirai. Et puis, on peut être de l'extérieur et apporter des contributions, apporter des conseils, et essayer de faire en sorte que les choses s'améliorent. Tout ne se résume pas à avoir un strapontin. Il faut agir et transformer la société. Et une chose est certaine aujourd'hui, et je le vois sur les réseaux sociaux, je le vois à travers vous, à travers d'autres amis, je pense qu'il y a quelque chose qui s'est levé et que les gens, en tout cas notre génération, est en train de se dire aujourd'hui, nous voulons faire la politique autrement. Chacun le fait de là où il est et de la manière la mieux pour lui. Alors, Cheikh Bakary, vous êtes économiste, mais la question politique ne vous dérange pas. Ce qui a été présenté en 100 jours par le gouvernement Talon, c'est surtout cette réforme institutionnelle et politique concernant la révision de la Constitution. C'est vrai que le candidat Talon, lui, il a battu campagne tout le temps en parlant du mandat unique. Abdoulaye Biachane, ça n'a pas été le cas. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes en phase avec le mandat unique ? Alors, je parlerai en tant que Cheikh Bakary et pas en tant que, pas au nom de l'alliance politique à laquelle j'appartiens, qui est l'alliance ayant soutenu la candidature du ministre d'État Abdoulaye Biachane. À titre personnel, on n'a pas fait campagne au premier tour pour le mandat unique. C'est vrai. Mais au second tour, moi je l'ai défendu. D'autres personnes l'ont défendu aussi dans le cadre d'une plateforme commune, puisqu'on soutenait la candidature du président Patrice Talon pour être élu. Et moi, personnellement, ne serait-ce que pour une question de cohérence et de respect de la parole que nous avons donnée à nos électeurs, que nous avons donnée aux 65% de personnes qui sont allées voter pour le président Patrice Talon, je suis pour le mandat unique. Après, il faut définir les modalités. Il faut se dire, est-ce que c'est un mandat unique de 5 ans? Est-ce que c'est un mandat unique de 7 ans? On a entendu même du 9 ans, mais moi, je suis pour le mandat unique. Je trouve que c'est ça. C'est sain de se dire, il y a un président qui est là pour une durée déterminée, qui agit pendant cette durée déterminée et qui après passe à autre chose. Alors pour le faire, il faut qu'on s'assure qu'on ait une administration de qualité. Qu'on n'arrive pas dans les situations, que l'administration soit dépolitisée en fait. Qu'on n'arrive pas dans les situations où, dès qu'il y a changement de président, ce soit un balayage complet et qu'on se dise finalement que tout s'arrête tant qu'on n'a pas un nouveau gouvernement. Il faut qu'on ait des personnes dans les ministères qui puissent tenir vraiment les ministères, qui soient des hauts fonctionnaires qui ne soient pas politiques. Mais moi, personnellement, à titre personnel, pour des raisons de cohérence, mais aussi des raisons d'efficacité dans l'action, pour qu'on évite d'être dans ce clientélisme qu'on constate en fait pour le second mandat en réalité, moi, personnellement, je suis pour. Et si le président de la République soumet la question du mandat unique au vote des Béninois, en tant que Béninois, je voterai pour le mandat unique. Vous êtes pour le mandat unique, donc 5 ans, vous êtes économiste et pas 5 ans, pas 5 ans. Ah. Moi, je suis pour le mandat unique. J'ai dit la durée, il faudra la définir. Je pense que 5 ans pour un mandat unique, c'est court.
parce que ça ne laisse pas le temps justement d'agir. La question c'était, vous en tant que spécialiste du développement, est-ce qu'on peut porter de réels et de bons projets en 5 ans? Non, je pense qu'un mandat unique de 5 ans c'est court. Parce qu'on n'a pas le temps justement à peine on a semé, à peine on a semé qu'il faut partir. Finalement, quelle possibilité vous donneriez au mandat, aux populations pour sanctionner la gestion du président qui est en train de faire un mandat unique? Mais si tout cela s'inscrit dans le cadre de réformes politiques larges, qu'il y a des regroupements de partis ou des partis qui sont des partis forts, qui ne se tournent pas simplement autour d'un seul homme, la sanction, elle sera là et elle sera immédiate. Si vous appartenez à un regroupement politique, que vous avez fait votre mandat de 7 ans, ou de 5 ans, ou de 7 ans, ou de 9 ans, moi personnellement je serais pour du 7 ans, mais que vous avez fait votre mandat de 7 ans, et qu'à la fin, on considère que vous et votre famille politique n'avez pas été à la hauteur, on vous balayera et ce sera une autre famille politique qui viendra au pouvoir. Ça permettra quoi? Ça permettra aussi d'avoir, parce qu'on n'a jamais eu le cas dans notre pays, regardez la dernière élection. Parmi les 4 candidats, ou même les 5 premiers, aucun des 5 premiers n'appartenait à un parti politique. C'est un aveu d'échec par rapport à la classe politique de notre pays. Et je pense que c'est une des choses fondamentales. Et le diagnostic du président de la République là-dessus, pour moi, il est sain. C'est de dire, nous avons besoin de regroupements politiques forts qui puissent dire, nous nous regroupons sur une base qui n'est pas simplement la base de dire on soutient un homme, mais nous nous regroupons simplement sur des valeurs, sur un projet. Et une fois que l'un d'entre nous, qui est le porte-parole, a porté ce projet, nous avons intérêt aussi à ce qu'il réussisse. Parce que s'il ne réussit pas, à la fin de son mandat unique, celui qui est juste en dessous ne passera pas. Ça ira dans le camp d'en face, d'une certaine façon. Les émoluments des membres de la commission de Diogbenou, la commission qui a travaillé sur ces réformes-là, ces émoluments ont également alimenté l'actualité ces derniers temps, ont alimenté la polémique. Si vous étiez membre de la commission, est-ce que vous auriez empoché également les 10 millions de francs CFA? Là n'est pas, là vous êtes dans la politique fiction. Non, pas du tout. Si vous étiez membre, est-ce que vous auriez accepté? Non, vous êtes dans la politique fiction. Moi, je vais être un peu terre à terre. Ça va peut-être choquer certaines personnes, mais moi, je pense qu'il faut payer les gens. Moi, là-dessus, je suis clair. Je suis assez aligné là-dessus avec un certain nombre d'analyses, mais moi je pense qu'il faut payer les gens. Il faut arrêter, moi je trouve qu'il faut arrêter dans notre pays avec cette politique qui consiste à dire, moi j'entends beaucoup de gens dire, je prends des responsabilités, mais en fait je ne gagne rien, je suis au service, par rapport à ce que je gagnais avant. Arrêtons de nous mentir, monsieur Mitokwe. Si demain on vous appelle à une fonction et que vous gagnez moins que ce que vous gagnez aujourd'hui, vous n'irez pas. C'est la réalité ou pas? Ça dépend, il faut servir la nation. Non, il faut servir la nation, mais oui, il faut servir la nation, je suis entièrement d'accord. Mais si vous ne gagnez, quand je dis gagner, c'est pas simplement gagner de l'argent. Ça peut être aussi en expérience, ça peut être aussi en exposition, mais c'est un tout. Si vous ne trouvez pas votre compte, vous n'irez pas. Et vous ne serez pas au mieux de votre forme. On a trop l'habitude dans notre pays de dire aux gens, allez viens, il y aura des à côté. C'est ce qui crée la corruption. Non, mais c'est ce qui crée la corruption. Maintenant, pour venir à la commission de Diogbenou, tout travail mérite salaire. Moi, là-dessus, j'ai pas d'état d'âme à dire que tout travail mérite salaire. Que ce sont des personnes d'une certaine qualité qui ont été choisies sur la base de leurs compétences. S'ils allaient faire un travail de consultation dans le privé, ils seraient payés. Le temps qu'ils ont passé, même si ce n'est qu'une heure, moi je ne sais pas, je ne suis pas au courant, mais sur le principe, je dis, même si ce n'était qu'une heure, le temps qu'ils ont passé, c'est un temps qu'ils auraient pu passer à faire autre chose. Il y a des ONG, il y a des personnalités qui sont passées devant la commission pour plancher, pour donner leur avis donc, sur ces réformes-là. Mais ces personnalités-là, les membres de ces ONG-là n'ont pas été payés. Mais les membres les membres de ces ONG sont venus donner leur avis dans un dossier. Ils sont venus, ils sont venus dire, nous en tant qu'acteurs de la société civile, voilà ce que nous pensons. Mais à côté de ça, il y a des gens qui étaient assis pour les écouter, pour prendre. Mais qu'est-ce que vous répondez alors aux syndicalistes qui estiment donc qu'il y a de l'argent dans le pays et qu'on peut payer également les travailleurs béninois à leur juste valeur, puisqu'il y a de l'argent pour payer 10 millions aux membres d'une commission qui ont travaillé. Une chose est certaine, et moi j'ai entendu même le président de la République le dire, c'est que il y a une question de revalorisation de la manière dont on paye l'administration béninoise, dont on paye les salariés béninois. Donc je pense que probablement que c'est
un des sujets qui est sur la table du gouvernement et je suppose que le gouvernement est en train de travailler là-dessus. Très bien, on est pratiquement à la fin de cette émission. C'était dans l'actualité également et c'était seulement hier. Vous avez dit tout à l'heure que vous étiez beaucoup de jeunes à travailler aux côtés de différents candidats justement dans le cadre de cette élection. Il y a un jeune mais qui est lui dans le camp des perdants, Léonce Ngombadi. Il a fait une conférence de presse hier pour dénoncer l'insécurité qu'on vit aujourd'hui dans le pays, la vindicte populaire, également la marche des étudiants qui a été réprimée. Il a parlé également de la crise et pense que c'était un peu fort. Il pense que le gouvernement doit démissionner. Est-ce qu'il était objectif selon vous? Je ne fais plus la politique, mais non, je pense que c'est une posture politique et que on a besoin d'opposition, on a besoin de gens qui viennent par moments titiller de l'intérieur ou de l'extérieur. Donc je pense que M. Ngombadi était probablement dans son rôle aussi. Il a le droit d'avoir ses opinions et de défendre ses idées. C'est aussi cela la démocratie. Donc voilà, maintenant après, j'ai le droit d'avoir des opinions qui sont des opinions différentes et de voir que je pense que la majorité des Béninois ont des opinions probablement différentes aujourd'hui. Les Béninois sont en attente, et c'est normal. Ils sont en attente, ils sont pressés que les choses se passent. Ils sont pressés qu'on leur donne satisfaction. Et ça, c'est tout à fait normal. Mais je pense que la majorité des Béninois reconnaîtront aussi qu'il y a un changement de rythme, un changement de méthode, en fait. Et que ça va dans le bon sens. C'est le moment d'y aller. Moi, je vous remercie pour cette émission. C'est toujours un plaisir de venir échanger avec vous. Et comme je vous ai dit, je pense que nous devons changer la façon dont nous faisons la politique dans ce pays et nous devons faire en sorte d'accompagner au mieux chacun de là où nous serons, d'où nous serons, l'action du gouvernement pour faire en sorte qu'il y ait un mieux-être pour nos populations. Et bonne fête de l'indépendance à toutes et à tous. Alors, Cheikh Adjadi Bakari, merci d'être passé sur ce plateau. Madame, Monsieur, c'est la fin de Zone Franche de ce dimanche. Merci de l'avoir suivi.